5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo. One small step for man. One giant leap for mankind. Alright, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages. Bienvenue à tous dans les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on est ravis de vous retrouver, on vous a mis un petit peu dans l'ambiance. Ce soir c'est une spéciale espace avec Philippe David, préparée par Philippe David, on le remercie parce que ça va être passionnant. 4 astronautes de la mission Crew 7 actuellement en orbite dans la station spatiale internationale ISS se préparent donc à être rapatriés sur Terre par SpaceX à bord du vaisseau Crew Dragon, comme on dit, ou Crew Dragon. Il commence à se moquer de moi, c'est bien. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé, bien entendu. L'information majeure de cet été, c'est le premier décollage de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 le 9 juillet dernier. Une fusée Ariane 6 qui va monter en cadence et en puissance avec ses nouvelles versions. Et la programmation, ou le programme Artemis, plutôt mené par la NASA, vise à renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis les missions Apollo, avec un objectif ambitieux, établir une présence humaine durable sur le sol lunaire d'ici la fin de la décennie. Et enfin, les missions vers Mars comme Persévérance de la NASA explorent la planète rouge pour analyser son sol et chercher des traces de vie passée. On fera le point sur l'exploration de Mars et sur la privatisation de l'espace, puisque le premier vol privatisé a eu lieu pas plus tard qu'hier. Avec nos invités ce soir, Philippe Baptiste qui est avec nous, président du CNES, un Centre National d'Études Spatiales. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur. Et puis, Philippe. Jean-François Clairvoy, spationaute français qui a volé 3 fois dans la navette spatiale, 2 fois Atlantis, 1 fois Discovery, 675 heures dans l'espace. Tous les vols spatiaux, même de quelques minutes, comme William Shatner, l'acteur qui jouait Capitaine Kirk, il a volé dans l'espace 3 minutes à l'âge de 90 ans et il est bouleversé. Il a été bouleversé. Il a écrit d'ailleurs un papier. On l'est déjà. Benjamin Peter est avec nous, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, que je vous incite à aller visiter. Bonjour, merci d'avoir accepté. Bonsoir. Notre invitation, c'est les vraies voix responsables. On est ensemble spatial. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc avec nos invités, Philippe Baptiste, président du CNES, et Jean-François Clairvoy, spationaute français, on va revenir sur cette capsule Starliner de Boeing qui est rentrée sur Terre samedi. Et sans ces astronautes, finalement, Philippe Baptiste. Oui, je crois que la NASA, si on écoute ce qu'ont dit nos camarades de la NASA, ont joué la carte de la précaution maximale et de la sécurité maximale. Il y avait quelques soucis techniques sur la capsule, et donc ils ont préféré effectivement laisser les astronautes sur l'ISS. Ils vont rester quelques mois de plus. Ça va leur permettre de profiter de la vue, et de travailler aussi. Ils vont avoir un programme de travail qui va arriver. Et puis ils reviendront avec une capsule de SpaceX, et en attendant, la capsule de Boeing, elle est revenue directement et sans aucun problème. Et il faut féliciter, je crois, nos camarades américains pour ce retour. Elle est revenue à vide. Elle s'est posée avec un système assez nouveau, elle s'est posée au milieu du désert avec un système d'airbag qui s'est déclenché au dernier moment, des parachutes aussi, et tout ça s'est déroulé à peu près sans aucun problème. Donc c'est aussi une réussite technique de Boeing. On entend des fois quelques critiques, mais là, sur ce programme spatial, malgré tout... Il faut le saluer, c'est ça. Les 2 astronautes, Butch Wilmore et Sonny Williams, qui devaient initialement rester 8 jours, vont rester 8 mois, a priori, puisqu'ils devraient rentrer l'an prochain. Jean-François Clairvoy, vous avez fait 3 missions dans l'espace. Est-ce qu'on se prépare psychologiquement quand on décolle dans la navette spatiale? On dit, tiens, je décolle pour 8 jours, mais ça se trouve, je vais rentrer dans 6 mois. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour ça? En fait, on s'entraîne sur un plan de vol nominal, mais plus de 3/4 du temps d'entraînement, c'est de l'entraînement à des conditions non nominales, des pannes plus ou moins graves.
et on change toujours, dès le premier jour, des choses dans le plan de vol. Le plan de vol, il a beau être très précis, ça ne se passe jamais comme prévu. Et on est toujours prêt à devoir l'écourter, le rallonger. Alors là, c'est un peu extrême, mais c'est déjà arrivé. Par exemple, en 2003, l'équipage qui était dans l'ISS, qui devait revenir avec la navette spatiale, on leur a dit, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée dans l'atmosphère. On va pas pouvoir en lancer une pour vous, donc vous allez rentrer avec un autre vaisseau. Ils sont rentrés en Soyouz un peu plus tard, qui a eu des problèmes à la rentrée, en mode balistique, mais ils sont rentrés sains et saufs. Il y a 2 ans. Qui décide, est-ce que vous êtes propre, vous avez la latitude d'avoir vos propres manœuvres ou c'est la Terre qui décide? Alors, l'autorité numéro 1 dans toute mission spatiale, c'est le directeur de vol. D'accord. Il y a délégation pour le commandant de bord, s'il n'y a pas de communication. Et l'équipage a son mot à dire. Mais l'équipage est docile et sait que au sol, les experts ont accès à beaucoup plus de données, d'analyses, de ressources humaines et d'experts pour décider. Donc, ils suivent l'avis des experts au sol. Comment ça se passe là, vu le temps qu'il reste? Parce que la nourriture, alors, quand on visite la Cité de l'Espace, tout est lyophilisé, etc. Mais on m'a dit que c'était très bon pour certains plats. Vous nous direz si c'est bien ou pas. Comment ça se passe? Parce que 8 mois de plus, ça fait quand même un sacré paquet de produits lyophilisés à rapporter, non? Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de. Alors, j'ai pas les détails des stocks de l'ISS, mais je crois qu'il y a pas de souci. Hein, donc, 3 mois. Il y a au minimum 3 mois. Ah oui. Non mais c'est vrai que là quand vous partez, vous l'évoquiez tout à l'heure, quand vous prenez 6 mois de plus, ça veut dire que il y a une organisation, une gestion qui doit se mettre en route justement. Il faut tout replanifier pour eux. Il faut leur créer des activités qui au quotidien vont leur permettre de faire, de servir pour des expériences scientifiques, parce que la station spatiale, par rapport à toute la production scientifique potentielle, elle est sous-équipé en termes d'astronautes. Donc plus d'astronautes, c'est plus de production scientifique. Benjamin Péter veut réagir, il est chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. On fait le cassoulet en lyophilisé ou pas pour les astronautes? Dites-nous tout, vous vouliez réagir? Oh, certainement, effectivement, je pense que le cassoulet doit exister pour certaines missions. On sait que de toute façon, les astronautes régulièrement préparent un peu des repas, souvent avec des grands chefs. Ça avait été le cas notamment avec Thomas Pesquet. Donc oui, c'est tout à fait possible. Drôle. Après, en ce qui concerne la mission de Sunita Williams et de Butch Wilmore, en fait, elle est en train de se transformer. C'est-à-dire que c'était jusqu'ici une mission qui était dans le cadre de ce vol d'essai pour le Starliner. Le principe était de tester cette capsule. Donc tout l'intérêt, c'était justement, ils savaient quelque part qu'ils risquaient peut-être de rester un peu plus longtemps que prévu. Peut-être pas jusqu'au mois de février, c'est sûr. Mais là, quelque part, ils sont en train de glisser vers le Crew 9, le Crew 9, qui du coup va monter le 24 septembre. C'est donc la capsule qui va monter le 24 septembre, avec seulement 2 places au lieu de 4. Il y a seulement 2 astronautes qui vont monter pour en laisser 2 vides pour qu'ils puissent redescendre avec Sunita Williams et Butch Wilmore en février 2025. Et donc c'est pour ça qu'en fait ils sont en train de désormais de faire partie de cet équipage. Alors ils n'ont pas eu toute la préparation qui est en principe. En principe, ils se préparent, ils s'entraînent pour cette mission en particulier. Là, ils n'auront pas toute cette préparation, mais malgré tout, et on le voit là depuis le mois de juin où ils sont montés avec le Starliner, ils participent à l'équipage, ils font déjà un certain nombre d'expériences et ils vont continuer à le faire pendant toute leur mission jusqu'au mois de février. Vous restez là, on fait une petite pause, on revient dans un instant. C'est passionnant et malheureusement le temps nous est imparti. J'imagine que c'est la même chose là-haut. Quand on vous dit il faut s'arrêter, faut s'arrêter. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Allez, à tout de suite. C'est une spéciale espace avec nos invités formidables. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables et on voyage dans les étoiles, dans les planètes, dans le cosmos avec Philippe Baptiste, président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, Jean-François Clairvoy, spationaute français, qui est allé dans la station Mir, dans la Station Spatiale Internationale, est allé 3 fois dans la navette, ça fait franchement rêver. Et avec nous également en direct depuis la Cité de l'Espace de Toulouse, Benjamin Péter, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Une des grandes actus de l'été, c'est le lancement de Ariane 6. Première version, la première fusée, ça a été un succès complet. Qu'est-ce qui différencie Ariane 6 d'Ariane 5? Philippe Baptiste. D'abord, c'est le retour de l'Europe dans l'espace. Ah oui. On avait perdu l'accès à l'espace. Ça faisait 1 an qu'on pouvait plus lancer parce qu'on n'avait plus Ariane 5, on n'en avait plus, on les avait toutes lancées. Vega, notre 2e lanceur européen, avait des problèmes. Et le 3e sur lequel on s'appuyait, qui était Soyouz, un lanceur russe, pour des raisons évidentes, on n'en lance plus.
Et donc on était dans une situation assez dramatique quand même. Donc là, on est revenu dans la course. On a réussi le premier lancement d'Ariane 6. Laissez-moi faire un petit cocorico là. Voilà, c'était quand même un grand moment. Un premier lancement, c'est toujours un truc super risqué. Hein. Si vous regardez les statistiques, elles font froid dans le dos, hein, parce qu'un premier lancement, c'est 30-40% de réussite en général. Hein. Donc bon voilà. Donc on est content d'avoir réussi le premier lancement. On a tout fait pour. Maintenant, il faut réussir le deuxième, il faut réussir le troisième, et il faut monter la cadence. C'est-à-dire qu'il faut passer de un lancement qu'on a fait là à une dizaine de lancements par an. Et ça, c'est notre enjeu numéro 1. Mais il y a des leçons à tirer, j'imagine, sur ces premiers lancements, au moins ce premier lancement, peut-être. De toute façon, ça c'est la façon dont fonctionne Elon Musk. C'est 3 premiers lancements, 3 échecs quand même. Ah oui. Mais il sait toujours très bien tirer les leçons qui le rendent plus fort la fois d'après. Donc c'est, comme disait un ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, quand ça marche parfaitement, on ne sait pas dire exactement pourquoi, mais quand ça rate... On sait toujours, les experts finissent toujours par avoir exactement l'explication que l'on corrige et qui fait que le lanceur est plus performant la fois d'après. Parce qu'il faut dire en fait qu'on récupère, quand on fait un lancement comme ça, là, faut imaginer que le lanceur, la fusée, elle est bardée de capteurs. Donc ça veut dire qu'on mesure tout, les températures, les pressions, les fluides, de tous les fluides. On récupère toutes ces données-là et on essaye de comprendre si tout s'est passé exactement comme prévu. Benjamin Péter, alors, lors de ce vol, Ariane 6 a mis en orbite une dizaine de microsatellites. Comme vous êtes à Toulouse, je vais vous poser la question en occitan. Un microsatellite, qu'est-ce que ça ? Des microsatellites, c'est en fait alors souvent on parle de nanosatellites ou de CubeSat. En fait, c'est des satellites qui font parfois 10 cm de côté seulement, hein, et qui en fait sont vraiment de côté. Oui, pour certains, effectivement, c'est ce qu'on appelle une unité CubeSat. C'est 10 cm de côté, et c'est un petit cube comme ça où vous pouvez effectivement déjà faire beaucoup de choses. Il y a par exemple Ariane 6 a fait monter un satellite qui s'appelle Robusta, qui a été créé par des étudiants en fait de centre spatial universitaire de Montpellier, et du coup il va servir par exemple pour surveiller la Méditerranée et pour un peu prévenir les phénomènes cévenols. C'est quelque chose dont on parle très souvent. Oui. Et donc par exemple ça fait partie des choses qui ont été lancées. Alors c'est des petites missions, c'est-à-dire qu'effectivement pour une mission d'essai comme celle d'Ariane 6, c'est ce premier vol de qualification. On n'a pas lancé forcément les plus gros satellites, mais on a pu effectivement à la marge lancer certains satellites comme ceci. Après, moi, je voulais aussi parler, vous parliez tout à l'heure de l'événement de l'été, un petit peu. Effectivement, c'était un événement parce nous, on l'a vécu d'ailleurs ici à la Cité de l'Espace, parce qu'on l'a vécu avec énormément de monde. Il y avait beaucoup de gens qui ont vécu aussi cette ferveur. Et c'était, oui, les agences spatiales étaient à fond, hein. On l'a vu notamment dans l'engouement aussi que peut avoir Philippe Baptiste, mais on l'a vécu aussi avec les gens ici, les visiteurs qui sont venus à la Cité de l'Espace. Il y avait 4000 personnes qui ont vibré et qui ont vibré avec Ariane, et on était très très heureux de vivre ça tous ensemble. Philippe Baptiste, est-ce que finalement dans cette alors on va parler matériaux aussi, est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux, est-ce qu'il y a des réductions de coûts, est-ce qu'on réfléchit? L'espace change complètement. C'est-à-dire que on est au milieu d'une révolution très profonde du spatial. Pourquoi ? Parce que on a des réductions de coûts, des nouvelles technologies, plus de prise de risque aussi, et en même temps aussi on s'attaque, comme on a réussi à réduire les masses, à réduire les coûts et à faire plus de choses dans des formats plus petits, on est capable aussi de changer complètement de concept. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer par exemple quelques très gros satellites en orbite géostationnaire, 36 000 km, très loin, eh bien, on va lancer plein de petits satellites en orbite basse. Et ça, c'est une révolution copernicienne. On voyait tout à l'heure, on en discutait, avec un satellite d'1 litre, tout petit. On arrive à faire des choses incroyables. Et donc, si on en met plusieurs, eh ben, on va réussir à faire des constellations de satellites et faire, pour des coûts très très bas, des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Jean-François Clairvoy, outre astronaute, je crois que vous êtes polytechnicien. Quand on voit les enjeux industriels, là, avec Ariane 6, on passe à un système, on va passer à peu près 10-11 lancements par an. Est-ce qu'on est en train de passer un peu, les temps modernes en version spatiale? Alors ça, c'est plutôt Philippe qui doit répondre, mais moi, la question que j'ai, parce que l'astronautique, donc qu'il faut différencier de l'astronomie. L'astronomie, c'est une discipline scientifique pour des chercheurs qui étudient les trous noirs, les galaxies. L'astronautique, c'est une discipline technique pour ingénieurs consistant à inventer des machines qui marchent dans le vide spatial. Et il y a 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on veut mettre dans l'espace, les satellites, des sondes interplanétaires, les stations spatiales, et il y a le moyen de les transporter dans l'espace, les fusées. Eh bien,
La rocket science, les fusées, c'est ce qu'il y a probablement de plus difficile à mettre au point, à maîtriser, parce que c'est des énergies considérables. La navette spatiale, c'est 45 gigawatts de puissance au bout de 2 minutes. On pourrait satisfaire la demande de la France entière en électricité. Tout utilisateur d'électricité confondu. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais j'imaginais pas un tel chiffre. C'est énorme. C'est ça qui fait que c'est risqué, que ça coûte cher et qu'il y aura jamais de vraie démocratisation. Même si vous divisez par 10 le coût, ça restera quelques millions le lancement. Mais est-ce qu'on lancera des Européens sur Ariane 6 un jour? Moi, j'aimerais entendre Philippe là-dessus. Vraie question, parce qu'il y a 2 versions. Il y avait 2 versions, Ariane 62 et Ariane 64. 2 boosters, 4 boosters. Et le prochain, il pourra tout faire, y compris emmener des hommes, a priori. Ah non. Alors, Ariane 64 est pas conçu malheureusement pour emmener des astronautes. Non, c'est pour emmener le futur cargo spatial européen. Oui. Alors, après, on peut imaginer des évolutions de ces lanceurs. Mais vous êtes en quelle année, là? Des astronautes. On est dans le temps du spatial. Voilà, donc c'est le temps du spatial, des fois c'est un peu long. Je vais quand même vous dire des chiffres qui sont mal connus, mais en moyenne, la France dépense pour le vol habité par habitant par an 1,2 €. Dans l'éducation nationale, 1 000 € pour donner en perspective. Vous rajoutez 1 € à ce 1,2 €, dans 6-7 ans, on a notre capsule. Ah bon? Ah oui. Moi, je veux bien les mettre. Attendez, bougez pas. Écoutez, on fera tourner une corbeille immédiatement avant Non, mais il y a un vrai sujet, effectivement, c'est la question derrière, un peu stratégique, c'est de se dire, aujourd'hui, on vole avec nos amis américains, et on a un super partenariat, c'est l'ISS, etc. Est-ce que demain, on va être plus autonome en Europe sur cette question du vol habité? C'est une question qui doit être décidée au niveau européen, et pour être franc, il n'y a pas unanimité aujourd'hui entre les différents pays. Ça discute, c'est une question éminemment politique, c'est pas une question technique, c'est pas une question d'ingénieur, c'est pas une question d'agence. On a tout ce qu'il faut. C'est une question politique. On a tout ce qu'il faut. C'est une question de volonté. Et est-ce qu'on veut y aller ou pas? Alors, une petite, parce que là, on est déjà très en retard. Pardon d'être cocorico, mais dans cette belle Europe, le rôle de la France, est-ce qu'il est prépondérant? Est-ce que on peut revendiquer, nous Français, quelque chose? Je vais peut-être être un tout petit peu chauvin, et mes collègues européens me pardonneront, mais c'est vrai que la France a un rôle historique dans le spatial européen, puisque voilà, ça fait quand même très très longtemps qu'on est dans le spatial. Un rôle très très fort sur les lanceurs, puisque la filière Ariane, elle a une très forte empreinte, évidemment, en France, pas uniquement, aussi une empreinte en Allemagne, mais très forte. Puis, et c'est vrai aussi que sur les satellites, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space sont aussi très présents en Europe. Grosso modo, l'industrie spatiale européenne, c'est un peu plus de 50% est en France. Et c'est vrai qu'on a un gros budget aussi français. Mais maintenant, ce qui est important, il faut en être conscient. Oui, mais par contre, attendez, parce que on est très très bas en termes de budget au niveau européen par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. Les États-Unis dépensent grosso modo 70 milliards de dollars par an sur le spatial. D'accord. L'Europe tout compris. Alors, allez, ça dépend comment on compte, mais 15, 16. Allez, on l'envoie la cagnotte Litchi, moi, je vous le dis, moi. Et restez avec nous, voilà, on s'est pas fini. Et vous vous rendez compte, Cécile, si elle marche, la cagnotte, on va peut-être partir tous les deux dans l'espace. Ça vous dirait de passer 8 mois enfermés avec moi? Appelez la sécurité tout de suite. Je ne pourrais pas. En revanche, je veux bien partir avec les 3 autres. Merci. Allez, pour moi. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables et on voyage dans l'espace en compagnie de Philippe Baptiste, président du CNES, Jean-François Clairvoy, spationaute français qui est allé dans Mir, dans la station spatiale internationale, 3 fois dans la navette spatiale, quand même des voyages extraordinaires. Et à Sud Radio. Et Sud Radio, ça c'est quand même le voyage du ciel. C'est quand même le clou de sa carrière, pardon de le dire, mais bon, voilà. Et Benjamin Péter, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Sur le programme Artemis, parce que ça aussi c'est un sujet qui est très intéressant, mené par la NASA, qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune. On en est où de ce programme, et on va en parler avec vous. Alors attendez, j'ai perdu les noms. Benjamin Péter. Oui, alors le programme Artemis, effectivement, c'est un programme qui a été lancé en 2019 relancé quelque part par les États-Unis, mais c'est pas que la NASA. L'avantage de quelque part du programme Artemis, c'est que c'est aussi les Japonais, les Canadiens et les Européens ont participé pleinement à ce programme Artemis, notamment en faisant ce qu'on appelle le module de service de la capsule. C'est ce qui fournit un petit peu, tout le support vie, tout ce qui donne de l'oxygène, etc., la propulsion de la capsule. Et c'est ce qui nous offre, par exemple, des places. On sait que on a 3 places, les Européens, pour
aller autour de la Lune. Alors on ne sait pas forcément à quel horizon encore, on n'a pas tout à fait les dates, mais on sait qu'ils vont aller autour de la Lune. Et donc c'est la génération, ça, des astronautes de l'ESA de 2009 qui peut espérer partir sur ce type de mission. C'est notamment Thomas Pesquet, mais aussi qui font partie de cette promotion. C'est quelque chose qu'on explique d'ailleurs beaucoup ici à la Cité de l'Espace dans le Lune Explorer, où justement on fait vivre à nos visiteurs une mission vers l'espace. On est accompagné d'ailleurs par ces astronautes européens pour montrer justement que l'Europe fait partie de cette aventure pour retourner vers la Lune, parce que tout l'objectif, c'est de tester peut-être sur la Lune des technologies, des process qui vont peut-être nous permettre un jour d'aller plus loin, parce que la grande ambition, la grande odyssée de notre siècle, c'est peut-être d'aller sur Mars. Et donc, on essaye dans notre proche banlieue ici, juste à côté de la Lune, tout un certain nombre de technologies. Sur le côté humain, Jean-François Clairvoy, alors il y a les capacités techniques, il y a le niveau, quel type de personnalité peut partir en fait? Alors, quels sont les points auxquels on ne peut pas toucher en fait? Un astronaute, c'est un opérateur de machines complexes. C'est comme ça ressemble à un pilote. Donc son job consiste à apprendre à l'entraînement comment fonctionnent les machines, comment les utiliser, ce qui est pas la même chose. Vous pouvez savoir conduire sans savoir comment fonctionne une voiture et inversement. Et puis après, tous les cas de panne. Pour les missions courtes, on se penche pas trop sur la compatibilité des caractères. Chacun est très occupé de façon très intense sur 1 semaine, 2 semaines, comme les vols lunaires. Mars, c'est totalement différent. Mars, c'est une autre ère du vol habité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne voient plus la Terre, ne conversent plus librement avec la Terre, et quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le vol habité, il n'y a pas de scénario de retour d'urgence immédiat. Depuis le vol de Gagarine, il y a 63 ans, dans toutes les missions spatiales, votre vaisseau peut vous ramener sur Terre prématurément tout de suite. 3 jours au plus depuis la Lune, quelques heures depuis la Station Spatiale Internationale. Quand vous partez pour Mars, vous partez pour des mois, des 2 ans, 2 ans et demi. Donc, et vous ne voyez rien. Il y a le soleil et autour c'est noir. Vous ne voyez pas la Terre. Si vous regardez de l'autre côté en été en toute lumière, vous voyez les étoiles. Mais il n'y a rien de concret. Donc là, il faut vraiment se poser la question sur qui on met là-dedans. Mais les missions d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont sélectionnés pour être de bons opérateurs de machines, qui aiment travailler en équipe. Et dans le cas de l'ISS, je donne juste cet exemple, depuis 24 ans qu'elle est habitée en continu, il n'y a pas eu un seul conflit majeur. Alors qu'il y en a eu dans les missions de stations spatiales précédentes, russes et américaines, mais parce qu'on faisait pas attention à cet aspect psychologique. Moi, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que déjà, Artemis, si on revient sur cette mission, sur la Lune, sur l'approche banlieue, la grande différence par rapport à Apollo, parce qu'on pense tous à Apollo, évidemment, c'est qu'on y va pour y rester. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'y aller et de repartir. Et d'y rester. Et d'avoir une présence qui va être une présence durable sur la Lune. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme complet. Et effectivement, ça va nous permettre de rebondir une fois qu'on maîtrisera l'environnement, etc. Ça va nous permettre de rebondir pour repartir peut-être vers Mars un jour. Alors quand même, moi je modulerais un tout petit peu sur l'humain sur Mars, parce que avant l'humain sur Mars, il y a déjà tous les vols robotiques pour aller sur Mars. Aller envoyer des humains à 2 ans et demi pour 2 ans et demi de voyage, ça a été mentionné par Jean-François. Mais pas pour aujourd'hui. J'ai pas dit quand, mais c'est pas avant le milieu du siècle. C'est probablement pas avant le milieu du siècle. Ça pose des problèmes psychologiques évidemment, physiologiques aussi considérables. C'est-à-dire que l'espace est pas un environnement très agréable. C'est fondamentalement très hostile. C'est un environnement radiatif très dur, etc. Enfin, ça pose plein de problèmes, plein de difficultés. Ça va coûter très très cher. Donc il y a aussi une priorité qui est très très forte pour l'exploration robotique dans le système solaire. Et ça c'est vraiment important. Alors c'est par exemple une mission qu'on fait conjointement entre le CNES et la JAXA qui s'appelle MMX et où on va aller poser un petit rover sur une lune de Mars. Pardon Philippe. Est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle justement sur cette perception de l'humain, quelle qualité bien sûr. Comment ça se passe? Elle est déjà plus ou moins présente dans les dernières générations de vaisseaux, le Crew Dragon, et dans le vaisseau martien, elle remplacera le centre de contrôle qui sera plus là pour répondre tout de suite à une question. Donc elle sera embarquée dans les vaisseaux spatiaux du futur. Alors il y a eu une première, le 25 juin dernier, la mission chinoise Chang'e a ramené 2 kilos de roches de la face cachée de la Lune. C'est une première, on avait des roches mais de la face visible de la Lune. Qu'est-ce qu'on a appris de ça, si on a appris des choses, Benjamin Péter? Les Français étaient d'ailleurs inclus dans la mission Chang'e. Dorn. Tout à fait, le CNES faisait partie effectivement de cette mission Chang'e et son laboratoire l'IRAP qui travaillait dessus avec un petit instrument qui s'appelle Dorn pour
notamment qui a servi un petit peu pour étudier ce qu'on appelle l'exosphère de la Lune, c'est-à-dire la très fine couche de gaz qui se trouve autour de la Lune. Et c'est vrai que voilà, on a travaillé conjointement avec les Chinois qui ont mené cette mission Chang'e 6 qui consistait donc effectivement ils sont déjà en fait posés sur la face visible, ils ont ramené des échantillons de la face visible, ils s'étaient déjà posés sur la face cachée avec Chang'e 4, et là l'idée c'était de ramener des échantillons de la face cachée. C'est la première fois que ça se faisait. On n'avait jamais ramené des échantillons de ce côté-là. Alors pardon, pour qu'on comprenne bien, pour les gens qui ne comprennent pas, la différence entre la face cachée et visible, et c'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce qui peut changer? Alors, ce qui va pouvoir changer, notamment par rapport à l'endroit qu'on a choisi, c'est que c'est un endroit où il y a eu énormément d'astéroïdes qui ont percuté. Non, mais Benjamin, je pense que la question c'est que la Lune présente toujours la même face à la Terre. D'accord. Oui, voilà. Ça aussi. Okay. Donc il y a une moitié de la Lune qu'on voit en permanence, et l'autre partie reste en permanence opposée à la Terre. Et donc qui peut être très différente. Elle est très différente. En tout cas, ouais. Allez-y. Il y en a une où il y a énormément de cratères, etc. L'autre beaucoup moins. Pourquoi, comment, c'est encore des questions qui sont très ouvertes. D'accord, ça y est. Ce genre de ramener des matériaux, etc., ça va permettre aux scientifiques de travailler sur ces questions et sur d'autres questions et de les exploiter. Mais ça va durer des années, hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, les matériaux arrivent, il y a 2 kilos, c'est super, ça va être distribué à différents labos un peu partout dans le monde, tous les partenaires, et donc ça va être disséqué, travaillé, réfléchi, ça va prendre des années et des années de travail et de compréhension pour tirer le maximum d'informations. Pardon Benjamin, je vous ai coupé. Hein. Benjamin. Non, mais je disais, effectivement, comme il y a beaucoup de cratères en fait sur cette face-là, on peut peut-être essayer de mieux comprendre l'intérieur un peu, un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'on a pu ramener des missions Apollo, où on a ramené 380 kilos à peu près de roches, mais plutôt effectivement, de surface. Ah oui. Oui, et je voulais juste dire que si vous voulez voir à quoi ressemblent ces rovers qui sont sur Mars, sur la Lune, à la Cité de l'Espace, à Toulouse, il y a des modèles grandeur réelle ou pour certains réduits et qui fonctionnent, qui roulent. Ah, c'est génial. Donc vous pouvez vous y croire, quoi. Ouais. Ah oui, avec des environnements une animation, effectivement, avec les magnifiques caméras. Je vais faire un petit peu de publicité. Vous savez, tous les rovers martiens de la NASA qui roulent sur Mars aujourd'hui, la tête du rover, la caméra, c'est une tête toulousaine entre guillemets. 100%. Voilà, et donc qu'on a réalisé chez nous. Donc on est très fiers. Et c'est un partenariat très fort. On a aussi en Europe une première lunaire. Chacun a sa première. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, on a lancé la première sonde lunaire Smart One, qui utilisait la propulsion ionique. Elle n'a dépensé, donc une sonde d'environ 700 kilos, elle n'a dépensé que 70 kilos de xénon pour atteindre la Lune. Alors que si vous y allez avec du carburant classique, il faut consacrer la moitié de la masse de votre vaisseau en carburant. Alors, ça met plus de temps, mais c'est une première européenne. Voilà. Et ben voilà, mais on fait une petite pause, mes amis. Moi aussi, j'ai un animateur à côté de moi qui est totalement lunaire. Il est comme ça. Hein. Allez, on reste ensemble jusqu'à 20h. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et bien ce soir on a la crème de l'espace. Ah oui. Moi j'ai envie de vous dire, Philippe Baptiste est avec nous, président du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Nous avons Jean-François Clairvoy, spationaute français qui a tellement de talent, un CV, je vous le dis même pas. Benjamin Peter est avec nous, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, qui est lui aussi passionnant, qui a un bisou de Patrick Roger, bien entendu. Voilà. Patrick Roger qui est venu en studio et qui vous a dit, Cécile, il faut partir avec Philippe dans l'espace. Il n'y a pas du tout dit ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai des témoins de moralité d'ailleurs. On signe. Allez, la suite. On va revenir sur la Lune, comme on a parlé un peu de Mars. Dans ce programme Artemis, il y a station lunaire Gateway. En quoi ça consiste? Est-ce que ça va être un peu le camp de base pour les missions lunaires? Jean-François Clairvoy. Oui, donc le Gateway, le portail, c'est la future station spatiale internationale. Donc avec les partenaires traditionnels occidentaux, donc canadiens, européens, américains, il y a aussi les japonais. Elle sera sur une orbite très bizarroïde autour de la Lune, qui est plus ou moins instable. Mais à partir de cette orbite, on pourra aller sur n'importe quel point de la Lune. C'est génial. Au pôle Nord, à l'équateur, au pôle Sud. Même sur la face cachée? Oui, partout. Ah oui. Et donc la première ça veut dire qu'elle va rester à vie, entre guillemets. Oui, d'accord. Okay. Elle est en orbite lunaire, c'est un camp de base. Et de cette station, parfois, il y aura des allers-retours à la surface
d'astronautes qui partiront pas directement depuis la Terre. Et on vise le pôle Sud en premier. Le pôle Sud qui est très bizarre parce que vous allez derrière la crête, vous voyez le soleil en permanence, vous êtes caché derrière, vous êtes dans le noir en permanence. Et il y a de l'eau. On ne sait pas combien, mais il y a de l'eau. C'est pour ça qu'on y va en premier. Mais l'eau au stade solide, sous forme de glace, ou de l'eau. D'accord. Okay. Et ça, c'est fondamental, parce que si vous avez de l'eau, si vous avez du soleil, il peut y avoir de la vie. C'est surtout si vous avez de l'eau, si vous avez du soleil et si vous avez de la rigolite, et ben derrière, potentiellement, de la rigolite. Vous pouvez faire du carburant. Le matériau qui est aujourd'hui présent. Et un habitat vivable. Et un habitat vivable. Alors, qui peut l'utiliser, justement, cette plateforme, ce Gateway? Qui? C'est-à-dire que tous les pays du monde aujourd'hui peuvent y avoir accès? Tous les partenaires qui contribuent. Et bien sûr, tous les pays qui demanderont à venir à bord avec une expérience sur un astronaute, comme dans le cas de l'ISS. C'est Airbnb alors, c'est ça? Mais elle appartient au gouvernement qui l'ont financé et qui, eux, inviteront parfois des partenaires non contributeurs. Après, il faut être clair, c'est quand même un leadership américain qui est quand même très fort sur le sujet. On est partenaire, on fait des morceaux qui sont des morceaux essentiels et on peut en être fier, mais c'est un projet qui est quand même avec un vrai leadership américain. Alors, pour revenir sur Ariane 6, il y a une version dite Block 3 qui fait l'objet de discussions, qui pourrait faire des missions européennes, si j'en crois ce que j'ai lu, habiter vers la Lune et même servir. Il y a un projet d'alunisseur logistique européen, Argonaut. Moi, je l'ai regardé. Ça ressemble un peu au LEM des capsules Apollo. Je me trompe ou pas, Benjamin Péter? Ça, c'est fait. Là, on est encore un peu dans la science-fiction un petit peu quand même. Effectivement, il y a des projets qui sont lancés. De là à avoir effectivement des missions habitées 100% européennes, on n'en est pas là. On aura déjà une française pas plus tard qu'en 2026 dans l'espace, et de ça déjà on peut en être fier, de Sophie Adno qui fait partie de cette promotion 2022 des nouveaux astronautes recrutés par l'ESA. Elle est en plein entraînement actuellement et elle va aller à coup sûr dans l'espace, mais avec probablement une capsule de Crew Dragon où il était prévu peut-être qu'elle parte en Starliner. On va voir si c'est toujours d'actualité ou pas. On attend un peu de voir quelles seront les qualifications ou pas du Starliner. Après, pour ce qui est de vols habités menés par l'Europe, je laisse Philippe Baptiste nous en dire peut-être plus. Mais pour moi, c'est encore un petit peu. Je peux pas vous répondre ça. J'aimerais vous dire oui, ça fait partie des objectifs. On va le faire demain. C'est aujourd'hui la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a Ariane 6, on a fait un premier vol. On doit faire. Vous parliez du bloc 3. Alors, avant le bloc 3, il y a le bloc 2. Le bloc 2. Oui. Faudrait financer le bloc 2. Pour l'instant, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, on fait passer la corbeille. On a lancé la cagnotte, là. Donc voilà. Donc et l'idée de rendre Ariane 6, effectivement, d'en faire un véhicule qui serait un véhicule capable d'accueillir les astronautes et donc de les envoyer dans l'espace, c'est théoriquement possible. On sait que c'est possible, mais on sait aussi que c'est coûteux. Et quand on dit que c'est coûteux, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est quand même un petit surcoût du programme qui doit être de l'ordre de 600 ou 800 millions d'euros à grosse c'est pas quand même complètement rien, et ça veut dire que aujourd'hui mais c'est pas énorme, ça fait 10 euros par Français, c'est-à-dire au niveau européen, c'est pas grand-chose. Je vous laisserai discuter avec le prochain ministre du budget qui sera probablement très ouvert sur cette question. Donc et c'est surtout, c'est pas que français, c'est vraiment une discussion qui est une discussion entre Européens, savoir est-ce que oui, il y a une volonté politique européenne. Vous savez, il y a aussi, on a parlé avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je pense que Jean-François, comme moi, tous les intervenants, on est très convaincus par le vol habité. On sait que c'est important parce que ça revêt une dimension symbolique fondamentale pour nous et pour toute la science, la technologie, pour nos sociétés. Mais il y a aussi des pays qui considèrent que c'est pas du tout une priorité, et que aujourd'hui, dans le contexte, à la fois compte tenu de la crise climatique, des urgences sur Terre, etc., l'urgence n'est pas d'envoyer des astronautes dans l'espace. C'est pas ce que je pense moi. Mais c'est des positions qui sont tenues par un certain nombre de nos partenaires européens, et donc il faut qu'on discute avec eux. Il faut un travail de conviction, il y a un travail long à faire et à mener. Mais justement, l'environnement, vous en parlez. Est-ce qu'on peut comprendre des choses? L'espace peut nous expliquer aussi des choses? Pour nous, c'est la priorité numéro 1. C'est-à-dire que l'espace, c'est l'observatoire de la Terre.
Si vous n'avez pas le spatial aujourd'hui, on est incapable non seulement de faire le bulletin météo que vous avez fait tout à l'heure, hein, si j'ai pas des satellites qui sont capables d'observer la Terre, mais surtout je suis pas capable de savoir quel est l'état de santé de la Terre aujourd'hui en termes de climat, d'environnement, et je suis incapable de nourrir les modèles mathématiques qui font les prévisions climatiques. Donc quand on vous dit le climat se dégrade aujourd'hui, la Terre se réchauffe ou des choses comme ça, c'est directement avec les données spatiales. Si vous n'avez pas les données spatiales, vous êtes juste myope. D'ailleurs, Jean-François Clairvoy. On peut donner une statistique. Des données. Ouais. Le GIEC, qui étudie le climat et qui il définit le climat par une 50aine de paramètres. Plus de la moitié de ces paramètres viennent exclusivement de satellites qui observent la Terre, qui étudient les glaces, l'eau, l'humidité, la salinité, les vents, etc. Donc l'espace, c'est le... Et l'Europe, on est des champions sur le sujet. Hein. C'est-à-dire que autant sur d'autres sujets, des fois, on peut être un peu... sur l'observation de la Terre et les données pour le climat, on est vraiment au top. Si on part du principe que l'espace c'est au service du bien commun, forcément, on vient de le dire en l'occurrence sur l'environnement... si on se projette alors je ne sais pas quelle est la projection finalement dans l'espace. Est-ce qu'on réfléchit à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans? Alors j'imagine que chaque échéance a ses objectifs. Alors en général, on réfléchit à 20 ans, mais pour faire un peu de pub, on parle plutôt de 10 ans. D'accord. Voilà, faut toujours multiplier par 2, ça s'appelle le temps spatial. C'est le temps hors taxe, c'est le temps TTC. Voilà. L'homme sur la Lune, la dernière fois, c'était Apollo 17, décembre 1972. Théoriquement, c'était à partir de fin 2026 avec Artemis 3. On est dans les temps ou pas, Jean-François Clairvoy? Alors il y a toujours une grosse inconnue, c'est que la capsule Orion, qui a fait un vol parfait avec le module européen qui l'a parfaitement conduit sur son orbite, qui a préparé et simulé celle du Gateway, le bouclier thermique est très abîmé. Et on comprend pas pourquoi. Alors on lui a fait faire des rebonds, des choses qu'on envisage de faire sur les futures capsules. Au lieu de rentrer dans l'atmosphère en direct, on fera des rebonds comme des ricochets et ça permet d'aller viser des points très précis au retour sur Terre. Et donc tant que la NASA n'a pas résolu cette question, on n'est pas prêt à envoyer une nouvelle capsule avec des gens dedans. Donc il devait normalement décoller cette année, c'est reporté à l'année prochaine. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit encore repoussé un peu. Donc ça repousse un peu toutes les missions habitées vers la Lune de quelques années. Alors on peut vivre une mission sur la Lune, et vous l'avez faite, Jean-François Clairvoy, vous qui étiez dans la navette, vous l'avez faite. Benjamin Peter, c'est à la Cité de l'Espace, ça s'appelle Lune Explorer. Alors comment ça se passe ? Alors tout à fait, oui, le Lune Explorer, effectivement, c'est pour vous faire vivre une mission vers la Lune. On vous explique un petit peu ce qu'on est en train de faire là, finalement. On vous remet un peu en tête les missions Apollo, on vous les compare aux missions Artemis. Et ensuite, vous allez vivre ce moment dynamique après avoir été briefé par 3 astronautes européens. Il y a Thomas Pesquet, mais il y a aussi Samantha Cristoforetti qui est italienne et Mathias Maurer qui est allemand. Qui parle tous les 3 français. Très bien. Ils parlent tous les 3 français, très bien, et bien mieux que moi, italien ou allemand. Et ensuite, vous allez vivre ce lancement spatial. Je peux vous dire que pas plus tard qu'hier, Philippe Baptiste l'a testé, et puis il y a quelques semaines déjà, et quelques mois même, Jean-François Clairvoy l'avait également testé, parce qu'on va ressentir une pression, on va être pressé dans son siège, on ressent jusqu'à 2 G, et c'est assez similaire. Jean-François m'avait confié que c'était vraiment similaire, identique aux premières minutes d'un lancement spatial, donc c'est vraiment ça qu'on vit dans cette expérience-là. 2 G, c'est 2 fois le poids de son corps. Oui, exactement. Petit mot, qu'est-ce qui est le plus surprenant, en fait, la première fois? En fait, quelqu'un qui n'a jamais vécu un nombre de G élevé, la première fois qu'il le subit, comme dans l'avion 0G de Novespace, la filiale du CNES, que Philippe connaît, où on subit 1,8 G lors de la ressource, avant la pesanteur, vous ressentez une force invisible qui vous presse sur votre dos, et c'est bizarre. Ça fait un peu sorcellerie, parce que vous ne voyez pas la force, mais quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc c'est une sensation étrange, ça fait pas mal du tout. C'est très rigolo, en fait. Ouais. Et c'est... Mais vaut mieux que ce soit devant ou derrière? Il vaut mieux être sur le dos, et surtout pas comme Tintin sur le ventre. Et donc, tous les décollages de tous les astronautes depuis Gagarine sont tous allongés face au ciel. Donc, lors de l'accélération, ils subissent le nombre de G pressés vers leur dos. Un peu comme quand vous accélérez dans un avion en ligne où vous sentez un peu pressé sur vos sièges, sauf que là, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est très supportable. Tout le monde ici peut supporter, sans problème. Merci mille fois. D'abord, merci Philippe David d'avoir organisé cette magnifique émission. Philippe Baptiste, merci beaucoup, président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Jean-François Clairvoy, merci 1000 fois, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Spationaute français, sommité, et puis Philippe Baptiste, qui est toujours aussi intéressant à présent. Et Benjamin Peter,
je veux dire. Toujours aussi intéressant, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. On va venir, hein, on vous le dit. À chaque fois, on vous le dit. Mais on va venir, on va prendre notre billet, on va embarquer notre équipe et on va faire une émission là-bas parce que je sais, comme la dernière émission avait passionné les auditeurs de Sud Radio, vous avez été passionnants. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve demain 17h, tout de suite Sud Radio à votre service et à 20h03, les vraies voix du foot avec Tonton Mauricio et Yacine Kamadj. Merci à notre équipe formidable, merci beaucoup Marie et on vous embrasse. Salut, à demain.